Ok, bienvenue. Donc, on continue sur l'analyse des correspondances. Donc, je vais basculer directement sur mes slides, ce sera aussi simple. Euh, Donc, euh, on est dans ce contexte de l'analyse de l'AFC, donc l'analyse factorielle des correspondances, c'est-à-dire qu'on a seulement deux critères dont on essaye de comprendre la dépendance qui peut exister. Okay. Donc, le fait que certaines modalités vont pouvoir soit se regrouper, soit au contraire s'éloigner. Donc on est toujours dans ce cas particulier de seulement deux variables explicatives. Okay, donc la première qui va avoir grand I modalité, la seconde grand J. D'accord. Donc toute l'information, encore une fois, se stocke dans ce tableau de contingence, qui est tout simplement ce comptage, donc qui est un tableau I' J colonne, qui est le comptage des individus de type à la fois petit i, à la fois petit j sur les deux modalités, I et J. Okay. À une certaine époque, il y avait des tableurs qui parlaient de notions de tri croisé. Okay, je vais garder le terme de tableau de contingence, qui est tout simplement ce tableau de comptage sur lequel on va faire notre analyse. D'accord. Donc je refais un petit exemple qui est l'exemple. On va quitter l'exemple des professions des époux qui se marient. On va prendre un autre exemple qu'on avait déjà abordé dans le cours de régression, qui est l'exemple de, 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 de deux couleurs, okay, qui sont un petit peu corrélées, entre guillemets, qui sont les couleurs des yeux et les couleurs des cheveux. Okay, donc on a cette base de données dans laquelle on a en ligne la couleur des cheveux, qui peut prendre 4 modalités, et en colonne, la couleur des yeux, qui peut là aussi prendre 4 modalités. Alors je suis un petit peu désolé, mais dans ce cas particulier, on a que I est égal à J est égal à 4. Okay, donc ce sera un petit peu parfois difficile de distinguer ligne et colonne, mais le point important, c'est que peu importe en fait. Soit je vois les lignes dans l'espace des colonnes, soit les colonnes dans l'espace des lignes. Euh, et après, on superpose les deux. Donc, il n'y a vraiment pas de souci et de crainte à avoir. Encore une fois, les deux vont être parfaitement symétriques et heureusement. Okay, donc, il n'y a pas de variable d'intérêt particulière. On a vraiment deux variables qui nous intéressent et dont on veut comprendre les possibles corrélations, entre guillemets. Donc, un point important, c'est donc les effets marginaux, donc les totaux qu'on obtient par ligne et par colonne. Donc, ce qu'on notait comme étant les NI points, c'est la somme de tout le total sur la ligne I. Okay, donc, c'est le nombre d'individus simplement de modalité I. Et n J, c'est au contraire le nombre de modalités de la variable J, donc plutôt de la modalité J sur la seconde variable. D'accord. Le nombre total d'individus dans ma base, c'est n. Okay, donc n, c'est soit la somme des ni points, soit la somme des n.j, soit tout simplement la somme des nij. Okay, donc c'est le nombre d'individus total dans ma base. Donc dans ma base, ah oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ma base de couleur d'yeux et de couleur de cheveux, elle contient une troisième information qui est le genre. Donc techniquement, c'est stocké dans ce qu'on appelle un tableau dans R, qui va contenir trois composantes. Donc pour éviter d'avoir à tenir compte de cette troisième composante, je spécifie qu'on s'intéresse aux femmes. Okay. Donc dans les sorties numériques que je vous montrerai, je suis toujours sur cette sous-base où je m'intéresse qu'aux femmes. Okay, il y a peut-être juste, je crois, 2 slides où j'ai pris le total. Et j'ai pas eu le temps de refaire les slides, donc j'ai pas eu le temps de le changer. Mais donc pour récupérer les deux informations dont je parlais, donc les NI points, comment je récupère les NI points? Donc cette somme pour chacun des individus de ma ligne, c'est ce qu'on obtient avec la fonction apply quand on spécifie 1 pour dire qu'on veut les lignes. Et donc ce qu'on récupère, donc encore une fois, 1 ça correspond à I, ça correspond à mes individus sur ma ligne I, okay, donc qui était la couleur des yeux. Donc par exemple, on observe qu'il y a 37 individus qui sont roux, okay, dans ma base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma base de données, donc la base normalement va s'arrêter à I et à J. Okay, mais techniquement, je peux rajouter une petite information qui sera pour une ligne, donc en l'occurrence ma ligne I, qui va se trouver ici. Je peux stocker l'information qui sera le NI point. Donc c'est tout simplement le nombre d'individus qui sont dans cette base de données, qui sont dans cette catégorie-là dans ma base de données. Okay. Je vais discuter aussi des aspects, est-ce qu'on travaille sur des fréquences ou sur des nombres? On l'a vu sur le test du Ki 2, on peut de manière indifférente travailler sur l'un ou sur l'autre. La seule chose, c'est qu'il y a une petite subtilité à garder en tête, c'est que quand je travaille sur mes fréquences, il y a un facteur N qui va intervenir à la toute fin. Mais voilà, c'est pas très gênant, encore une fois, passer des lignes, pardon, passer des fréquences aux effectifs bruts, c'est juste un facteur de normalisation, un facteur multiplicatif. Donc ça ne changera pas grand-chose sur l'analyse.
Ok, donc je vais créer ma base, donc ma base de comptage, ok, alors que j'ai appelé K, que je donne toutes sortes de noms. Je suis désolé pour l'absence de cohérence de notation dans mes slides, c'est la première année que j'utilise ces slides, donc il faut encore que je les mette un petit peu à jour, mais ce que je vais noter F, ce sera ma fréquence, ok. Donc FIJ, c'est la fréquence brute, d'accord. Donc c'est une estimation techniquement de la probabilité pour qu'en X on soit de type I et pour qu'en Y on soit de type J. D'accord. Donc l'estimateur naturel de cette proba, c'est tout simplement le nombre d'observations de type IJ divisé par N. Donc c'est la fréquence empirique associée à, 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 à ma, à ma conjonction des deux classes I et J. Okay. Donc ce que je récupère, pardon, tout simplement dans ce petit tableau-là, d'accord. Donc je prends la base qui contient juste des comptages et je divise tout simplement par la somme, c'est-à-dire ce petit n. Donc voilà, donc on observe par exemple que dans ma base, 20% des personnes ont à la fois les cheveux blonds et les yeux bleus. Okay. Au contraire, 1,6% ont les cheveux noirs et les yeux de noisette. Okay. Donc on retrouve ici les fréquences empiriques, okay, exprimées donc, de telle sorte que la somme de tous ces coefficients vaut 1. D'accord. Donc de la même manière, je peux définir mes FI points et mes F.J qui sont mes fréquences ce qu'on appelle marginales, donc sur chacune des marges. Okay. Et pour rappel, si jamais je suis indépendant, on devrait avoir que FIJ, sous l'hypothèse indépendance, ce serait tout simplement FI point multiplié par F.J. D'accord. Donc là, j'utilise le fait que dans un modèle, enfin sous hypothèse d'indépendance, la probabilité jointe correspond au produit des probabilités marginales. Ok, donc je reprends sur mon exemple de couleur de cheveux et de couleur des yeux. Alors, de mémoire, ces stats-là, juste petite précision, sont obtenus sur la population totale. Donc, c'est pour ça que les chiffres ne réconcilient pas forcément toujours avec les chiffres précédents. Mais le point important, ce sont ces deux tableaux les plus importants qu'on va utiliser. On a ce qu'on va appeler, on va se cacher derrière les profils lignes et les profils colonnes. Je m'explique. On va s'amuser à sommer ici sur le premier tableau, de telle sorte que sur chacune des lignes, j'ai 100%. Okay. Donc, en bas, on avait nos fréquences, donc nos F.J, okay, qui apparaissent en bas, donc qui sont les données qui apparaissent ici. Si jamais mes données étaient indépendantes, on devrait récupérer ces fractions-là partout. Okay. C'était ce que disait l'équation que j'avais écrite juste avant, qui est que la probabilité d'être dans une classe, c'est tout simplement proportionnel à ce F.J. Okay. Donc, ce qu'on devrait avoir à un facteur de proportionnalité près, c'est toujours la même valeur, qui est toujours ce vecteur de probabilité. Okay. Mais on voit qu'on n'y est pas. On voit qu'on n'y est pas parce que si jamais je prends la colonne, la ligne qui est juste au-dessus, on s'aperçoit que quand on prend une personne qui est blonde et qu'on regarde donc, conditionnellement au fait d'être blond, okay, donc on voit apparaître une notion de conditionnement derrière, conditionnellement au fait d'être blond, on voit qu'il y a 74% de personnes qui ont les yeux bleus. Okay, donc on voit que cette grandeur-là, ce 74%, il est beaucoup plus élevé que le 36% qu'on obtient dans toute la population. Okay, donc ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont ces différences entre ces quantités-là. Au contraire, parmi les personnes blondes, avoir les yeux bruns, c'est très très rare. Donc on commence à avoir une notion de groupes qui vont aller dans le même sens, okay, et de groupes qui au contraire vont s'opposer. On a le résultat un petit peu inverse si jamais je m'intéresse à la première ligne. Donc la première ligne, on obtient un 63% pour la première valeur, c'est-à-dire avoir les cheveux noirs et les yeux bruns. Donc conditionnellement au fait d'avoir les cheveux noirs, 63% des personnes ont les yeux bruns, alors qu'ils ne représentent que 37% des individus dans la population. Donc on voit qu'on est nettement plus élevé ici et là. D'accord. Ce qu'on observe d'ailleurs dans ce tableau-là, donc dans le tableau, on récupère les nombres. Okay, ce tableau est construit sur les nombres. D'accord. Donc on observe ici une valeur qui est très très grande, et là aussi on observe une valeur qui est très très grande. Donc manifestement, ces deux classes vont être très importantes. Et là, on a une propriété un peu particulière qui est qu'on est forcément sur le simplex. Donc le simplex en dimension 4, dans le sens où j'ai une distribution de probabilité en dimension 4. Okay. Ce vecteur-là est un vecteur qui est un vecteur de probabilité en dimension 4. C'est-à-dire que la somme est égale à 100%. Donc j'ai une contrainte. Okay. Le fait d'avoir une contrainte fait que mes 4 coefficients n'évoluent pas de manière du tout indépendante. Okay. Retournez sur la capsule, enfin les quelques slides que je mettais sur les lois multinomiales, c'est vraiment ça. Si jamais 1 est très importante, c'est sûrement que ça se fait forcément au détriment de l'autre. Okay. Donc,
A fortiori, si jamais ici j'ai des traits importants, ben, ça veut dire que sur les autres classes, je vais être très faible. D'accord? Donc le fait d'être très important, si jamais j'ai deux modalités qui vont s'attirer de manière très très forte, ça va s'en ressortir sur les autres modalités. Okay, donc c'est ce qu'on observe ici, où forcément les probabilités vont être plus faibles que dans le reste de la population, mais tout simplement j'ai mis tellement le paquet sur la première qu'il ne me reste plus grand chose pour les autres. Okay, et c'est ça qu'on va essayer de modéliser. Donc quand je vais essayer de représenter mes lignes, okay, je vais les représenter sous cette forme-là. Donc quand je m'intéresserai au blond, c'est ce vecteur-là que je vais essayer de représenter. Okay, donc ça, c'est la première lecture, qui est une lecture par ligne. Okay, donc de manière quand je somme, on va obtenir 100%. Et après, ben, je fais de la même manière quand on faisait une ACP, on pouvait faire la transposée. Okay, et donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais m'intéresser à la transposée de cette matrice-là, c'est-à-dire tout simplement regarder ce qui se passe en sommant sur les colonnes. Et là aussi, on a la même histoire, c'est-à-dire 18%, 48%, 12%, 21%, c'est ce que je devrais avoir c'est ce que j'ai globalement dans ma base. Okay, 12% des personnes étaient rousses. Okay, sauf que quand je regarde, par exemple, les personnes, là encore, je vais choisir correctement, mais les personnes qui ont les yeux verts, bon, on s'aperçoit que cette proportion de personnes qui sont rousses, au lieu d'être à 12%, elle est à 22%. Donc manifestement, cette grandeur-là est plus élevée que celle-là. Okay, et je pourrais discuter, des heures, mais c'est vraiment pas le but de notre analyse. Le but n'est pas de discuter des tableaux. Le but est de faire des dessins qui aient du sens et de visualiser ces données. Okay, donc on va arriver à la représentation que j'ai déjà présentée dans la capsule précédente, qui est ce biplot, qui est le graphe en fait de mes lignes vues comme des probas conditionnels et de mes colonnes vues comme des probas conditionnels, mais de l'autre sens. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Le point important, c'est que mon ACP, encore une fois, je ne la fais pas n'importe comment, je la fais avec cette distance qui va être la distance du Ki2, parce que c'est finalement cette métrique du Ki2 qui nous permet de tester cette indépendance. Okay, donc là, j'ai mon tableau de données brutes. Okay, ici, j'ai mon tableau de données sous hypothèse d'indépendance. Et encore une fois, j'utilise le fait que la fréquence sous hypothèse d'indépendance, c'est le produit des fréquences marginales. Okay, donc par exemple, ici, on voit que les personnes, alors je retourne toujours aux blonds aux yeux bleus, mais les blonds aux yeux bleus, j'en observe 94. Si jamais les deux étaient indépendants, je devrais en observer que 46. Okay, donc on va pouvoir s'intéresser à une grandeur un peu particulière, qui est la différence entre ce que j'observe vraiment et ce que je devrais avoir si on était indépendant, que je vais diviser par la racine carrée de NIJ sous hypothèse d'indépendance. Donc cette chose-là, ça va nous donner un résidu. Et ce résidu va m'intéresser parce que quand je somme mes résidus au carré, je vais récupérer ma loi du Ki2, okay, donc qui est mon test d'indépendance classique. D'accord. Le gros intérêt de cette valeur, c'est qu'elle a un signe. Et ce signe me dit dans quel sens est-ce que je suis important. Et donc, c'est ce qu'on observe là. Black, brown, c'est manifestement quelque chose de positif. Donc, on a un NIJ qui est beaucoup plus important que ce qu'on devrait avoir sous l'hypothèse d'indépendance. Et pareil pour les blonds aux yeux bleus. Okay, alors forcément, si jamais je suis important, je le paye parce que c'est qu'ailleurs, j'étais beaucoup plus faible. Donc on voit qu'au contraire, dans les autres termes diagonaux, les valeurs sont beaucoup plus faibles. Okay, donc ces résidus, alors on les verra, enfin, ça devrait vous faire penser ces résidus-là à du résidu de type personne. Okay, donc je vous rappelle, quand vous avez, genre, dans la régression de Poisson, quand vous avez un résidu de personne, vous avez un nombre d'observations. Si vous voulez corriger votre résidu brut, qui est la différence entre le nombre que vous prédisez et le nombre théorique, vous divisez par la racine carrée de la variance, et la variance d'une loi de Poisson, c'est la fonction linéaire, donc c'est la racine carrée de n. Donc on retrouve des choses qui sont assez standards. Donc on voit apparaître ici ces notions de résidus de personnes, qui sont les résidus que je viens de vous définir ici. Okay, donc ces résidus ont une interprétation, et c'est cette métrique qu'on va utiliser par la suite. Okay. Donc, je passe un tout petit peu, j'ai remis mes rappels de proba sur la notion d'indépendance. Encore une fois, ce n'est pas très important. Le point important est peut-être de se souvenir qu'on peut définir donc ces probas conditionnels. D'accord. Donc la proba conditionnelle, ça va être la proba d'être dans la classe I pour la première classe, sachant qu'on était dans la classe J pour la seconde. Okay, je peux l'interpréter tout simplement avec la formule de Bayes, qui est le rapport entre la probabilité jointe, donc le PIJ,
et la probabilité de l'événement conditionnant, c'est la probabilité d'être de la classe J, c'est-à-dire P.J. Okay, donc cette grandeur-là va particulièrement m'intéresser. Et donc, c'est ce que je vais noter, P, I expliqué par J. Et de manière réciproque, ou duale, on va avoir la probabilité d'être de type J dans la seconde variable, conditionnement au fait qu'on était de type I sur la première. Et donc, ça va être tout simplement le PIJ sur la probabilité d'être de type I, c'est-à-dire PI point. D'accord. Donc, ces deux grandeurs-là sont celles qu'on va utiliser abondamment par la suite. OK. Donc, ces probabilités, c'est d'un point de vue théorique. Nous, on a des données. D'accord. Donc, en fait, je remplace mes P par des F. D'accord. Donc, je vais travailler sur ma fréquence conditionnelle. Donc, ma fréquence conditionnelle, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement donc pour deux lignes. D'accord. Donc, pour deux lignes, je vais avoir pour une ligne LI donnée, donc ma ligne I, je vais avoir la collection de ces F J conditionnellement à I. Ok, donc je vais commencer par F1I, FJI, FJ grand I. Okay, pardon, F grand J, un petit I. Okay, désolé, j'essaie de corriger la typo dans les PDF. Et ce qui me donne cette collection de variables-là. D'accord. Donc je récupère ici en fait des probabilités conditionnelles. Donc ici, j'ai la ligne 2, okay, dans laquelle je vois apparaître ces probabilités conditionnelles qui sont celles dont je parlais en fait dans mes slides précédents. D'accord. Donc c'est vraiment cette lecture en conditionnant de manière à avoir 100%, c'est-à-dire 1 sur chacune de mes lignes. Okay, quand je somme chacun des éléments, j'ai 100%. Okay, donc cet élément, c'est ce qu'on va appeler le profil ligne. Okay, donc le profil ligne, ce sont les lignes normées, okay, tout simplement pour être de norme 1. Alors, dans quel espace ça vit? Alors, on pourrait se dire, ben, c'est facile, c'est comme dans la CP. Nos lignes vivent dans l'espace des colonnes et nos colonnes vivent dans l'espace des lignes. Donc, effectivement, ma ligne LI, elle appartient à R puissance grand J, okay, puisque j'ai J éléments à l'intérieur. En fait, c'est un tout petit peu plus subtil parce que je ne suis pas n'importe où dans RJ. En fait, je suis dans un sous-élément de cet ensemble-là. Pourquoi? Parce que les termes qui sont à l'intérieur, ce sont donc les FJI. Ben ça, c'est des termes qui sont des probabilités. D'accord. Donc, premièrement, ça appartient à 0,1, mais en plus, on sait que la somme sur tous les termes, sur tous les J des FJI est égale à 1. Donc ça, techniquement, ça correspond à mon simplex SJ. Okay, donc les individus, ils vivent dans un espace un petit peu particulier qui sont les simplexes, respectivement en dimension J quand on aura nos profils lignes et en dimension I quand on aura nos profils colonnes. Okay, donc ça, c'est un des points dont il faut se souvenir. L'élément moyen, ce sera L bar, donc ce sera la valeur moyenne. En fait, c'est celle qu'on avait dans mon tableau qui était la dernière ligne, okay, qui était en rouge. Donc, c'était ce qui se passait globalement dans toute ma population. D'accord. Donc, j'avais ma population totale qui était la valeur moyenne centrale, L bar J, puis on essayait de se positionner par rapport à cette variable centrale. Okay, donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder quand on va faire notre analyse. Okay, donc, ce sont ces grandeurs-là qu'on va essayer de regarder. Alors, juste pour vous l'illustrer, donc effectivement, on vit dans le simplex. D'accord. Donc, j'ai mon profil ligne petit i, okay, et on va se demander quels sont comment se positionnent ces points-là. D'accord. Donc, comment se positionnent les points qui sont les individus ici de couleur des cheveux. Mais de manière réciproque ou duale, je vais pouvoir travailler sur mes colonnes et me dire, je pourrais regarder, donc cette fois-ci dans l'espace, dans le simplex en dimension i, où se trouvent mes couleurs des yeux. Et on va retrouver la même chose que pour la CP, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai regardé les données, okay, je vais pouvoir les projeter et on verra effectivement quelles sont les modalités qui sont proches ou celles qui sont au contraire éloignées. D'accord. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder par la suite. Donc mes profils colonnes, c'est la construction inverse. D'accord. Donc cette fois-ci, je vais avoir des FJI. Donc je vais regarder, il faut juste que je ne me trompe pas, parce que bien sûr, j'écris absolument n'importe quoi. Donc, ce sont les conditionnellement au fait que je me place sur une colonne J. Okay, donc, cette information-là est bonne. Je suis dans une grandeur en dimension I, ou plus précisément dans le simplex de dimension I. Okay, donc, celle qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment celle-là, c'est plutôt FIJ, FI conditionnellement à J. Donc, la partie qui est là-haut, en fait, n'a pas grand intérêt. D'accord. Donc, c'est vraiment ça le profil colonne. C'est celui qu'on avait sur le deuxième tableau où je regardais pour une colonne donnée comment se répartissaient mes probabilités. Il manque la dernière information qui était ici, mais qui va correspondre à notre profil moyen colonne. D'accord.
Donc, c'est vraiment la lecture duale de la précédente. Voilà. Donc, j'obtiens ici mon profil moyen. Donc, mon profil moyen, je vous le donne ici, hein. Mais c'est celui qu'on avait calculé tout à l'heure avec nos apply, tout simplement. Voilà. Donc, je retrouve mon apply ici, qui dit que je suis bien sur mes colonnes. OK. Donc là, on est bon. Alors, un point important, c'est la notion d'indépendance. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on va essayer de s'éloigner au maximum de cette hypothèse-là. Encore une fois, l'analyse des données, elle a du sens si jamais on peut dégager des dépendances et des corrélations. Okay, c'est ce qu'on faisait en fait fondamentalement quand on faisait l'ACP. Encore une fois, l'ACP, je vous rappelle, on avait une matrice de données M. Donc j'avais mes données M, et ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait sur M transposé M, hein, qui était tout simplement la matrice de covariance de mes colonnes que je voyais comme étant des variables aléatoires X1, X2, X3, X4. Quand on cherche les composantes principales, on se demande, est-ce que je peux trouver des corrélations très très fortes qui peuvent exister entre certaines colonnes? Et dans ces cas-là, je les regroupe. Okay, donc c'est vraiment de l'analyse de corrélation. Si jamais vous avez des données totalement indépendantes, il n'y a aucun moyen de trouver une bonne projection. Encore une fois, et si jamais vous trouvez une projection, elle va très très peu réduire votre variance. D'accord? Donc le principe même de toute cette analyse, c'est de supposer qu'on a des dépendances qui existent. Et on veut les faire ressortir. Okay, donc le cas indépendant, c'est vraiment le cas extrême qui est celui dont on ne veut pas. D'accord? Et qu'on pourrait analyser. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais j'étais indépendant? Donc, si jamais on était indépendant, donc c'est vraiment la phrase que j'avais évoquée tout à l'heure à l'oral, c'est de dire tous mes profils link sont identiques. Okay, donc, il suffit qu'une des trois propositions suivantes soit vérifiée, hein, les trois sont équivalentes. Donc, tous mes profils link sont égaux, c'est-à-dire que pour toutes les lignes, j'ai la même valeur qui était la valeur qu'on avait tout en bas, qui était la distribution moyenne dans ma population de mes différentes couleurs de cheveux. Couleurs d'yeux, pardon, les colonnes, c'est les couleurs d'yeux. Au contraire, les profils colonnes qui sont tous égaux. Alors, c'est pas au contraire, parce que les deux vont aller ensemble. C'est plutôt de manière duale. Okay, ou alors, la définition dont je parle depuis le début, c'est-à-dire supposer que si jamais je définis la fréquence empirique comme étant le produit des fréquences marginales, je tombe sur mes fréquences que j'ai pu observer. D'accord, donc, on récupère comme ça en faisant le produit de mes lignes et de mes colonnes, tout simplement le tableau que j'avais présenté tout à l'heure, qui est le cas indépendant. Okay, et c'est la grandeur qui va nous intéresser, c'est cette métrique du Ki2, okay, donc qui va être n multiplié par mes écarts entre mes fréquences théoriques et fréquences empiriques. Okay, donc théorique dans le sens sous hypothèse d'indépendance. Donc soit je le définis en supposant qu'on a des donc en travaillant sur les fréquences. Donc si je travaille sur les fréquences, je prends l'écart du carré divisé par la fréquence théorique. Soit je travaille sur les nombres. Okay, et quand je travaille sur les nombres, on n'a plus besoin de ce n en facteur et on récupère ça. Voilà. Donc c'est cette métrique qu'on va utiliser par la suite pour faire notre ACP. D'accord. Donc cette métrique, elle est fondamentale, mais encore une fois, on l'a déjà vu. C'est celle qui nous permet de tester l'indépendance. Okay, donc ici, par exemple, je peux calculer ma statistique du Ki2, voir ce que ça donne. Donc ma statistique du Ki2, elle vaut ici 106, que je dois comparer par rapport à un quantile à I-1, c'est-à-dire 3 fois J-1, c'est-à-dire 3 degrés de liberté. Donc 9 degrés de liberté. Je vous rappelle qu'une loi du Ki2 à 9 degrés de liberté, en moyenne, ça vaut 9. Arriver à 106, c'est improbable. D'accord, donc c'est ce que nous renvoie ce test du Ki2, okay, où effectivement on a une probabilité à 10-16. Donc manifestement, on n'est pas du tout indépendant, et c'est ça qu'on va analyser. Donc l'idée, c'est de passer par une ACP. Okay, donc l'ACP, comment je vais la faire? Je vais faire donc, cette analyse des correspondances qui consiste à dire, je vais regarder les profils lignes, je vais regarder les profils colonnes, et je vais les faire comment? Je vais les faire en faisant cette métrique du Ki2. D'accord? Donc, on va essayer de voir à quel point est-ce qu'on est différent du cas indépendant. Donc, encore une fois, mes données, elles sont forcément dans le simplex. Donc, le simplex en dimension 3, c'est un triangle. Okay, donc, j'ai mon point central qui va peut-être se trouver ici. Ce qui va m'intéresser, donc celui-là, ça va être peut-être mon profil ligne moyen. Okay, ce qui va m'intéresser, c'est non pas les points qui sont autour, mais c'est éventuellement un point qui serait très très loin. Donc, L1 veut dire que je suis très éloigné de mon profil moyen, et c'est ça que j'ai envie de capturer et de visualiser. Okay, donc, comment est-ce que je le fais? On va utiliser cette métrique-là. Donc, la métrique, elle est celle que j'avais déjà évoquée. Okay, ça consiste à utiliser quoi? Ça consiste à dire que la distance que je vais avoir entre une ligne LI1 et LI2, ce n'est pas une distance euclidienne. Ma distance euclidienne, qui serait basée sur les fréquences, ce serait cette différence, la somme des carrés de ces différences. Okay,
Donc là, je vais normer. Donc déjà, je travaille sur les fréquences qui sont basées sur les profils, ok, les profils lignes de chacun des individus, et je vais normer par ce 1 sur f.j, ok, tout simplement pour récupérer cette métrique du Ki2. D'accord. Donc ça revient à travailler en fait sur ce vecteur-là. Donc ça revient, là, encore une fois, soit on voit, et je renvoie à ce que j'ai déjà dit sur l'ACP, soit je vois l'ACP en disant je garde mes données de départ, mais je vais utiliser une métrique différente, soit au contraire, je transforme mes données et ensuite j'utilise une métrique classique. Okay. Donc ici, je peux utiliser une métrique classique, donc la distance euclidienne, mais sur des objets un peu déformés, qui sont ces objets-là. Donc où je vais avoir mes FIJ, désolé, je vais vous écrire ça en couleur. Donc c'est les FIJ au numérateur, et en bas, j'ai mes FI multiplié par la racine carrée, FI point, pardon, multiplié par les racines carrées des F point J quand on s'intéresse aux lignes LI. D'accord. Donc quand je regarde les lignes, la racine carrée va aller sur les termes de colonnes, et inversement quand je m'intéresserai à l'analyse des profils colonnes. Okay. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder. Okay. Alors, j'ai juste besoin d'avoir une petite correction qui tient compte des effectifs. Okay. C'est que avoir une différence de 2%, si jamais j'ai des effectifs énormes, ça peut avoir un impact important. Donc, on va être obligé de corriger un tout petit peu. Donc, comment est-ce que je récupère en fait mes profils lignes et mes profils colonnes? Si jamais vous avez votre matrice de contingence K, okay, je récupère mes profils lignes et mes profils colonnes tout simplement en normant du bon côté, donc en utilisant des matrices diagonales qui contiennent en fait tout simplement les poids, okay, donc les nombres, les tailles des effectifs. D'accord. Donc là encore, on est content parce que des matrices diagonales, c'est toujours pratique à manipuler. Okay. Donc l'individu moyen, par exemple, je peux le récupérer assez facilement, okay, tout simplement en faisant un peu d'algèbre linéaire. Donc comment est-ce que je vais analyser mes lignes et mes colonnes? Ben, je vais utiliser tout simplement cette métrique-là qui consiste à dire que je vais mettre des n divisé par les nj sur chacun des éléments. Donc je vais mettre des poids entre mes individus. Donc je vais avoir une métrique euclidienne standard, mais avec des poids. Okay. Donc je vous fais un peu d'analyse, mais encore une fois, c'est pas très, lisez les slides tranquillement, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est l'idée de passer par cette métrique. Ce que je vais appeler l'inertie, c'est quoi? Ben, c'est une grandeur qui serait finalement assez naturelle. C'était le coefficient phi dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous rappelle que j'avais dit que le Ki2, c'était n multiplié par phi, et celui-là, c'était notre distance du Ki2 appliquée aux fréquences. Okay, donc c'était ce que j'avais fait, que j'avais écrit sur cette formule-là tout à l'heure, divisé par les f orthogonaux. D'accord. Donc ça, c'est le terme qu'on va utiliser. Okay. Donc ce terme-là va correspondre à ce qu'on va appeler l'inertie. D'accord. Donc ce sera l'inertie totale de mon nuage de points. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce que en projetant, je vais donc encore une fois, je vais avoir un nuage qui est en dimension relativement importante. Alors on perd un tout petit degré de liberté quelque part déjà. Le fait qu'on soit sur le simplex nous fait perdre un degré de liberté. Donc au lieu d'être en dimension J, par exemple pour les profils lignes, je suis en dimension J-1. Mais déjà J-1, ça peut être gros. Okay. Éventuellement, je peux avoir du mal à visualiser mes données. Donc on va essayer de les projeter dans un espace plus petit, qui est l'idée de base de l'ACP. D'accord. Donc l'idée de la FC, c'est de faire deux ACP, une sur les profils lignes avec mes données, d'accord, donc qui sont tout simplement les fréquences conditionnelles, c'est-à-dire mes profils lignes, avec une métrique un peu particulière qui va corriger de ces poids, donc c'est n divisé par nij, ok. Donc ça sera ma métrique, et je vais mettre des poids qui sont tout simplement en 1 sur n, ni points, ok. Donc je vais mettre des poids qui vont être proportionnels à la fréquence de chacun des individus. D'accord. Donc ça, c'est juste pour avoir des points qui norment à 1. Mais l'idée est juste de dire, si jamais vous intéressez à une couleur de cheveux, genre les roux, et qui sont infiniment petits dans la population, il ne faut pas non plus que ça vous donne quelque chose de trop bizarre. D'accord. Donc c'est encore une fois repenser à mes histoires du décathlon, où quand vous avez des individus un petit peu particuliers, dans le décathlon, tous les sports étaient équivalents. D'accord. Donc, je n'avais pas besoin de mettre des poids. Ici, j'ai besoin d'en mettre, d'accord, pour dire, il y a peut-être des endroits pour lesquels les différences importantes ne m'intéressent pas trop parce que les individus sont trop peu présents. Okay. Donc, ça, c'est mes profils lignes, et je peux faire la même chose sur les profils colonnes. Et on fera l'analyse aussi sur les profils colonnes, essentiellement parce qu'en ayant les deux, je vais pouvoir voir effectivement les modalités qui s'attirent et qui se repoussent. Okay. Donc les profils lignes me diront juste, est-ce qu'une modalité, elle est vraiment différente
de la population générale. C'est que les individus qui sont au centre, a priori, ils ne m'expliquent pas grand-chose. Ils sont proches de L bar. Alors, on avait vu que être proche du centre, c'est dangereux. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on parlera, quand je fais des graphiques, je vous mettrai les cosinus carrés. Là aussi, on peut créer des cosinus carrés, puis encore une fois, on fait de l'ACP. Ces cosinus carrés me diront, est-ce que je peux traduire le fait d'être au centre, est-ce que je peux l'analyser ou est-ce que c'est juste que je suis mal projeté? Okay. Est-ce qu'effectivement, je suis proche de mon L bar ou est-ce au contraire, je suis mal projeté? Okay. Donc, on verra quand on fera l'analyse par la suite. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une ACP. Okay. Je vais peut-être aller un petit peu rapidement, mais c'est la recherche de facteurs principaux, de composantes principales. Okay. Donc, c'est juste que c'est un peu plus compliqué à écrire parce que nos équations sont un petit peu plus compliquées. Okay. J'ai à la fois des données un peu plus bizarres que celles qu'on avait auparavant. Je change de métrique, je mets des poids. Donc, on voit toutes sortes de choses qui apparaissent. Donc, l'écriture matricielle est plus compliquée, mais c'est juste pour vous dire qu'elle peut se faire. Et encore une fois, ce n'est pas le but de ce cours. Enfin, si mieux vous comprenez ce qui se passe, c'est mieux. Mais encore une fois, la vocation de ce cours est essentiellement appliquée. Donc, ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'on fait quand on fait une AFC ou une ACP. D'accord? Donc maintenant, je peux vous le faire. Maintenant qu'on a compris ce qui se cache derrière cette fonction CA, okay, en tout cas dans les grandes lignes, on peut regarder la sortie puis essayer de l'analyser. D'accord? Donc je vais juste reprendre ma base. Donc, ce que je disais, c'était que je prenais les couleurs des yeux et les couleurs des cheveux des femmes, okay, et je fais cette analyse des correspondances sur cette base-là. Et je lui demande de me faire le biplot. Okay. Donc le biplot me fait ressortir plusieurs choses. Je vais vous le mettre plutôt en vert. Donc on voit les couleurs des yeux qui commencent à apparaître. Donc on a le vert, on a noisette, on a brown et on a blue. Okay. Donc ici on a les couleurs, on voit qu'on est assez. Alors ici j'aurai mon profil moyen. Okay. Donc au centre, ce serait l'individu moyen dans ma population, il se trouverait au centre. Donc on voit qu'on gravite autour. Okay. Il n'y a pas manifestement de couleurs d'yeux qui sont proches de la moyenne. Okay. En termes de fréquence, on voit que tout ressort un tout petit peu. Et on a cette chose un petit peu classique qui est une espèce de C. Alors le C, on va le tourner dans tous les sens, mais on voit qu'on tourne autour du barycentre. Si jamais je m'intéresse à l'autre catégorie, donc l'autre catégorie, ce sont les couleurs des yeux. D'accord. Donc je récupère les blonds, je récupère les blacks. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Donc ici on a black, ici on a brown. Il doit me manquer red. Alors, red, pardon, c'est parce que red est caché ici. Donc on récupère ces points-là. Alors ce qu'on observe, c'est que brown est manifestement assez proche de mon barycentre. Donc là, c'est la question qui devrait se poser, c'est est-ce que je suis proche pour de vrai ou est-ce que c'est juste qu'en projetant, en regardant ces deux premières composantes, je projette a priori assez mal. Alors, comment on peut avoir une info? On peut déjà avoir une première info en regardant les pourcentages expliqués et on observe que ma dimension 1, elle représente déjà 90% de l'inertie, ma deuxième 9%. Donc on est déjà à 97% d'explication. Donc a priori, si jamais je suis proche du centre, c'est sûrement que je suis proche du centre au départ, en fait. D'accord? Donc j'ai le droit de dire que les personnes qui ont les cheveux bruns, finalement, sont assez moyennes. En tout cas, en une couleur d'yeux qui sont finalement assez proches de celles de la population générale. Okay. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, ce sont les associations. Et les associations, on les voit ici. Blond aux yeux bleus, roux aux yeux verts et cheveux noirs et les yeux bruns. Okay. Okay, donc on retrouve nos associations tout simplement avec cette superposition des projections. D'accord. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Donc je reviens là aussi sur l'idée. Je légitime le fait qu'on puisse faire des analyses simultanées, donc le principe de dualité de la CP, qui consiste à dire que j'ai le droit de superposer, mais ça c'est juste. Ça vient du fait qu'on a des propriétés sur les vecteurs propres. Okay, les vecteurs propres de mon analyse peuvent se voir comme étant liés directement à mes vecteurs propres dans l'autre analyse. Okay. Donc je passe un petit peu parce que ce n'est pas forcément palpitant, mais c'est un peu ce que racontent ces graphiques. Okay. Donc voilà pour l'idée générale de l'analyse en composantes principales. Je vais juste vous faire un petit exemple et puis après on fera une petite pause. Je vais reprendre une base de données qui est la base House Tasks, qui est dans le package Facto Extra, qui est de la répartition des tâches ménagères au sein d'un couple, okay, dans lesquelles on a 13 tâches, okay,
et 4 variables, les 4 variables étant les 4 possibilités pour le partage des tâches. Soit c'est fait par la femme, soit c'est fait en alternance, soit c'est fait par le mari, soit c'est fait conjointement. Okay, alors, là aussi, petite subtilité, mais encore une fois, il y aura une capsule qui arrivera après sur le fait que les données sont sous forme d'un data frame. Ce n'est pas forcément approprié ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un tableau de contingence qu'on stocke sous la forme d'un data frame, essentiellement parce que c'est le format de base pour mettre des données sous R, mais encore une fois, ce n'est pas approprié, ce n'est pas une base de données. La base de données, elle contiendrait, pour chaque ligne, les informations sur un couple, et on dirait qui fait quoi dans chacun des cas. D'accord? Donc voilà, c'est pas forcément comme ça qu'on devrait faire proprement en tout cas stocker cet objet-là. Mais là encore, je ferai une discussion plus tard. Donc ce que je fais, c'est juste transformer cette base de données, okay, qui était sous cette forme-là, qui contenait 13 observations et 4 variables. Je la transforme, je ne dis plus que c'est un data frame, je dis juste que c'est une matrice. Alors, pour des raisons d'écriture dans mes slides qui sont plutôt sous un format horizontal, je vais mettre la matrice dans l'autre sens, mais encore une fois, ça ne change rien. Une fois qu'on a compris, de toute façon, on allait analyser les deux de la même manière, enfin de manière duale en tout cas. Okay, donc ici, on récupère voilà, qui fait la lessive, qui fait le repas du midi, qui fait le dîner, qui fait le breakfast, qui lave la vaisselle, qui fait le magasinage, toutes sortes d'affaires. Okay, donc on va essayer juste de comprendre qui fait quoi. Alors, l'approche la plus simple, c'est juste de regarder les fréquences dans chacune des classes. Il y a un petit outil qui s'appelle le balloon plot, qui est, ma foi, assez pratique, qui permet de comprendre un petit peu qui fait quoi, et en particulier qui les réordonne. Okay, donc qui va réordonner, donc on va avoir ici un ordre sur nos colonnes, donc wife, alternating, husband and jointly, et on va récupérer en fait nos fréquences qui vont être ordonnées de manière à ce que plus j'avance, plus la valeur moyenne va se déplacer vers la droite. Quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, sur cette base de données, on peut le faire, donc c'est assez simple à interpréter. Donc on voit donc ici, on va récupérer par exemple les tâches qui sont des tâches qui sont plutôt faites par la femme dans ces couples hétérosexuels. Donc on va plutôt voir la lessive, on va voir les dîners, okay, y compris le déjeuner. On voit apparaître le husband, donc le mari. Donc le mari, lui, a des pratiques un peu différentes. Le mari, lui, va s'occuper du driving et des réparations. Okay, donc voilà, j'ai plus la source des données, mais on retrouve un découpage assez traditionnel au sein des couples. D'accord, des choses qui sont décidées ensemble. Par exemple, les vacances sont des choses qui sont décidées en famille, de manière générale. Okay, donc ce qu'on va faire, c'est faire tout simplement une analyse factorielle des correspondances là-dessus. D'accord, donc là encore, analyser juste j'allais dire les individus et les variables dans le sens de la CP, c'est pas forcément très informatif. Ça nous permet ça permet quand même de voir qui est loin du profil ligne moyen. Okay, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de récupérer ce biplot. Okay, donc le biplot nous permet de tout regarder en même temps. Donc on observe, donc les points rouges correspondent à nos tâches et les points bleus, alors on va retrouver le husband ici, on va retrouver wife là, on va retrouver jointly, on va retrouver alternating. Donc on voit qu'il y a une opposition tridimensionnelle. Alors on peut juste regarder au niveau de l'interprétation des points. La dimension 1, c'est 48%, donc on est à la moitié. L'interprétation 2, la dimension 2 nous explique 40% de l'inertie. Donc on est déjà à 90% de l'inertie qui est expliquée par ces deux axes. Donc on voit que les deux axes, ils sont relativement représentatifs. Qu'est-ce que je vois sur le premier axe? Une opposition gauche-droite qui sépare manifestement clairement les hommes et les femmes. Okay, donc les hommes et les femmes ont des pratiques visiblement assez différentes. Entre le haut et le bas, c'est-à-dire la seconde composante, on voit arriver cette information qui est le jointly. Donc le jointly va se représenter, ce qui est fait en commun, ce sont des valeurs négatives sur les projections. Et donc on voit apparaître les variables qu'on avait un peu intuitées tout à l'heure. Donc si jamais je regarde ce qui est plutôt propre à l'homme, on va retrouver le driving et le repair. On va retrouver la femme plutôt sur les repas. Et ce qui va être fait en commun, ce sont les vacances, les finances, l'assurance. Okay, donc on retrouve des groupes de manière assez simple. Donc on retrouve le groupe de les choses que fait la femme, les choses que fait l'homme et les choses qui sont faites ensemble. On voit que le alternating, il a du mal à se projeter, mais aussi c'est sûrement assez naturel, essentiellement parce que c'est une catégorie peut-être un peu plus mal définie, d'accord. Nous dire que ça alterne, on ne sait pas si jamais ça alterne de manière équitable ou pas.
Donc peut-être que c'était, voilà, encore une fois, je ne suis pas sociologue, j'aurais du mal à l'analyser, mais on a une projection ici de nos deux variables qui va nous permettre de faire une analyse. Okay, mais là encore, je peux faire des projections uniquement des lignes et des colonnes. J'ai dit que ça n'avait pas grand intérêt, sauf pour voir ce qui se projette bien ou pas. D'accord. Donc, en particulier, je peux regarder le cos carré. Pardon, je pensais que j'étais en stabilo. On voit apparaître le cos carré. Donc, le cos carré, c'est la qualité de la projection. Okay, donc, on voit que globalement, tout se projette bien, sauf le official, c'est-à-dire, je pense, les tâches officielles, peut-être administratives, que je ne vais pas trop analyser, parce qu'encore une fois, j'ai un cos carré qui vaut 0,25, qui est relativement faible. Donc, lui se projette assez mal. Donc, j'ai plutôt regardé ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les catégories qui ressortent de là. D'accord. Et là encore, on peut regarder un peu quelles sont les contributions sur chacun des axes de chacune j'allais dire des variables, mais c'est-à-dire en gros des modalités, soit sur les lignes, soit sur les colonnes. OK. Et je peux faire la même chose là aussi sur les lignes. Okay, donc on voit que les trois composantes qu'on avait analysées se projetaient bien. En fait, Alternating se projette relativement mal sur mes deux axes. Donc on ne va pas aller beaucoup plus loin sur l'analyse. OK. Bon, même si désolé si cette capsule est un peu longue, je vais juste vous mentionner un dernier exemple. Je vous laisse le regarder si vous avez envie. C'est une base de données sur les décès, okay, qui est là aussi dans le livre Factominer, pour lesquels on a toutes sortes de causes de décès. Okay, puis j'ai des classes d'âge et on peut se demander quels sont les types de décès qui sont associés à certaines classes d'âge. Donc, je peux faire toute mon analyse. Donc là encore, je peux faire des balloon plots, donc qui me permettent de voir que peut-être, genre les maladies cardiovasculaires, ben, c'est plutôt les personnes âgées. Donc on voit apparaître ici les personnes âgées. On peut voir les contributions. Je vais juste aller arriver directement sur mes graphiques. Ici, je fais mes petits graphiques où je projette essentiellement mes individus, mes lignes donc, et mes classes d'âge. Je ne vais pas les analyser en détail, encore une fois, je vous laisserai les creuser, mais on voit apparaître toutes sortes de choses. Donc, en particulier, on va retrouver les jeunes, et ensuite, on voit cette courbe en C qui se trace. Okay. Donc, ça, c'est une analyse classique qu'on a quand on fait des analyses des correspondances, où on va retrouver le fait qu'on tourne autour de cette valeur centrale. Essentiellement parce que, encore une fois, mon barycentre, il est forcément ici. D'accord. Donc, si jamais je ne suis pas localisé autour du barycentre, je suis forcément reparti autour du barycentre. Ici, l'âge est une variable continue. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça fasse un cercle. Okay, il n'y a pas de raison pour que les très vieux se comportent comme les nouveau-nés. Donc, les enfants vont être par là, les vieux vont s'opposer. Et donc, on va retrouver une opposition assez simple qui est entre la gauche et la droite, je vais récupérer l'âge qui va décroître. Okay, donc, quand je vais dans cette direction, c'est mon âge qui va décroître. Et je vais aussi avoir une opposition ici, essentiellement parce que si jamais je suis encore une fois, ma valeur moyenne est sur 0. D'accord. Donc, si jamais j'évoluais essentiellement suivant une droite, je serais forcément sur cette droite-là. Donc, j'aurais forcément mes points qui se baladeraient ici et qui iraient vers la gauche quand mes personnes vieillissent. Si jamais mon deuxième axe m'explique quelque chose, ça veut dire que je vais en sortir. Okay, donc, si jamais j'en sors, bah, assez souvent, c'est qu'on va obtenir des formes qui sont comme ça ou comme ça. Okay, essentiellement, encore une fois, parce qu'il faut que mon barycentre s'équilibre, il faut que mon barycentre soit au centre. Okay. Je vous montre juste le graphe, parce que le graphe, il faut aussi comprendre que dans certains cas, il est illisible. Okay, et c'est un peu le cas ici, dans le sens où j'ai mis les 65 principales causes de décès. Et le problème, c'est qu'elles sont décrites complètement. D'accord. Donc, quand vous avez la phrase qui est Congenital defects of the circulatory system, forcément, ça prend beaucoup de place. D'accord. Donc, il faut des fois, parfois, raccourcir un petit peu les labels de mes variables. Okay. Mais on voit quand même apparaître des choses intéressantes. La première, c'est que les nouveau-nés ressortent très largement. Okay. Alors, essentiellement, pourquoi ils sont associés à des morts subites du nourrisson, okay, et des infections périnatales. Donc, effectivement, ce n'est pas une personne de 60 ans qui va avoir une infection périnatale. Okay. Donc, on retrouve quelque chose qui est assez naturel par ici. On va retrouver aussi une catégorie pour les jeunes adultes, 15-24 ans, dans lesquels on va retrouver les homicides, les accidents de la route et des complications quand on est jeune, okay, en particulier lors de la grossesse et de la naissance, de delivery, donc j'allais dire mise à bas, mais c'est quand le moment de la naissance en tant que mère. Okay. Et on voit apparaître, donc ici j'ai mes 0,1. Encore une fois, ce n'est pas la même analyse que tantôt, parce que là je me suis restreint à une sous-base. Dès lors qu'on se restreint sur des sous-bases, l'analyse va changer complètement.
essentiellement parce que j'ai pas les mêmes matrices, donc j'ai pas les mêmes valeurs propres, etc. Donc ici, j'ai mon nombre enfin, pardon, j'ai mes jeunes, mes bébés, mes très jeunes enfants, puis ensuite on voit que on évolue dans ce sens-là. D'accord. Donc on voit apparaître la notion d'âge plutôt qui va se lire plutôt verticalement sur cette analyse-là. D'accord. Je peux le faire de manière un peu plus simple. Donc cette fois-ci, j'en prends 20. Ok, donc je prends les 20 causes principales de décès. Ok, donc 65, c'était peut-être un peu grand. Cette fois-ci, celui qui va ressortir, donc manifestement, les naissances, les problèmes de soucis à la naissance ne ressortent plus, mais on voit apparaître de manière très claire des accidents de la route pour les jeunes, qui sont une cause clairement identifiée comme étant un problème associé aux jeunes, okay, contrairement aux autres maladies. Donc là, on va retrouver quelque chose. Donc si je vous fais l'analyse de mes âges, les âges, on va les lire de la manière suivante. Donc 0,1, 1,4, 5,14, 15, 24, et ensuite on va revenir tranquillement. Et donc on a cette courbe-là. Donc il y a juste les jeunes enfants, encore une fois, c'est parce que j'ai exclu les complications périnatales et les morts subies du nourrisson. Donc les nourrissons et les jeunes enfants, on a du mal à les voir, donc on les voit plutôt dans other accidents, parce qu'effectivement, c'est pas eux qui vont avoir, en tout cas, c'est plus rare d'avoir une tumeur de l'estomac quand on a 2 ans. Et donc, on ne sait pas trop où les projeter, essentiellement parce qu'il manque ces catégories qui sont assez rares. Encore une fois, il y a peu de naissances. La mortalité infantile a quand même chuté énormément au cours du siècle dernier. D'accord. Donc, si jamais j'ai des données récentes, il y a très peu de morts jeunes. Okay. On retrouve quand même le pic des 15-24 ans et puis surtout la grosse concentration sur les âges un peu plus élevés. Okay. Donc, je vais m'arrêter là. On reprendra avec d'autres exemples, et en particulier, on fera l'extension à l'ACM dans la prochaine capsule. Ok. À très bientôt.